Bonjour mesdames et messieurs les jurés. Bonjour. Donc, on va vous présenter le sujet « La discrimination positive est-elle négative ?» Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de différencier la discrimination positive de l'égalité des chances, que l'on croit souvent connaître mais que l'on a souvent tendance à confondre. La discrimination positive et l'égalité des chances ont tous les deux pour but de lutter contre la discrimination ethnique et raciale. Bien que se ressemblant fortement au premier abord, des différences non négligeables sont à noter entre les deux systèmes. L'égalité des chances affirme que chacun, quelle que soit son origine sociale, doit avoir les mêmes chances de s'élever par son propre mérite dans l'échelle sociale. Il ne s'agit donc pas ici de privilégier un quelconque groupe social, mais bien de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en offrant les mêmes chances à tous, afin que les seules distinctions puissent se faire sur le mérite et le travail, et non sur les différences raciales, religieuses ou ethniques. Ce système ne garantit donc pas la présence de toutes les origines raciales dans le pays, contrairement à la discrimination positive qui a comme principe que la population active soit le reflet de toutes les minorités présentes dans la population. La discrimination positive se base sur des quotas qui, bien que semblant résoudre le problème de la discrimination, engendrent de nombreux effets pervers. Avec la discrimination positive, l'interdiction de discriminer se contredit elle-même en imposant la discrimination du moment qu'elle bénéficie aux opprimés supposés, les femmes, les arabes, les homosexuels, les noirs. Or, comme a pu le dire Anne-Marie Le Pourrier, professeure agrégée de droit public, je cite, « Dès lors qu'est introduite une discrimination, elle sera toujours positive pour celui qui en bénéficie et négative pour celui qu'elle exclut. » Donc il n'y a pas en réalité de discrimination positive ou négative, il n'y a que des discriminations. La discrimination positive viole le principe fondamental de la République qui est l'égalité en droit. Principe auquel les pouvoirs publics ont déjà apporté des coups fatals à travers des révisions constitutionnelles et des lois. Selon l'article 1er de la DDHC de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Également dans son article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction. La Constitution, elle aussi, dès son article 1er, encore une fois, affirme « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. L'égalité est donc première dans les textes, mais les pouvoirs publics ont quand même décidé de mettre à mal celle-ci. Les textes affirment donc clairement leur volonté que chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe ou sa religion, a des droits identiques à un autre. De plus, ces mesures de discrimination positive engendrent une stigmatisation sociale envers les populations en bénéficiant, en remettant en cause même la position de ceux qui ont obtenu les diplômes sans cette aide, et non grâce à l'existence de quotas. Prenons l'exemple de Barack Obama. On a l'impression que cet homme n'a été élu que parce qu'il est noir, alors qu'il appartient à une élite, à une aristocratie à la fois africaine et américaine, qu'il n'avait pas besoin d'un coup de pouce ou de points supplémentaires pour intégrer l'université d'Harvard. Lui-même a parfaitement su faire une campagne universaliste et tenir un discours magnifique sur la question raciale aux États-Unis. Il a bien dit qu'il concevait les politiques sociales, mais qu'il était peut-être temps de mettre un terme aux politiques raciales. Et il ajoutait qu'il ne comprendrait pas pourquoi ces filles, qui sont très privilégiées, bénéficieraient d'une quelconque politique de passe-droit. De plus, ces mesures peuvent entraîner un sentiment d'injustice de ceux qui n'en bénéficient pas. Certaines personnes peuvent être victimes de ces quotas, car bien qu'ayant de la volonté et du talent, elles peuvent ne pas atteindre leur but, car les quotas ont été atteints et il n'y a donc plus de place pour elles, malgré les qualités qu'elles ont. L'exemple le plus frappant est celui de Alan Beck, un étudiant qui désirait entrer à l'université de Californie, mais qui s'est vu refuser par 2 fois son entrée, car l'université avait choisi de mettre en avant certaines personnes en raison de la représentation des minorités. Au final, mesdames et messieurs les jurés, on supprime une égalité pour en rajouter une. En minimisant les talents et le mérite au profit d'autres critères, la discrimination positive suggère pour le sens commun que ses bénéficiaires sont moins compétents. D'où logiquement l'idée selon laquelle que puisqu'on est noir ou puisqu'on est une femme, on est moins compétent. Donc la discrimination positive alimente les a priori racistes, sexistes, bref, les réflexes qu'elle est censée combattre. On remet donc en cause le principe de la méritocratie. Et ainsi, un élève peut ne pas être accepté dans une école car les dernières places encore restantes sont réservées à des élèves moins compétents que lui.
C'est ce qui se passe par exemple à Sciences Po. L'école parisienne a été la première à lancer un programme en faveur d'élèves issus de certains lycées classés en ZEP en 2001. Les candidats sont sélectionnés grâce à une procédure spécifique différente du concours. Et on peut même rajouter que même si certains étudiants intègrent des écoles prestigieuses grâce à ces quotas, si à l'intérieur de celles-ci rien n'est mis en place pour accroître leurs chances de réussite, alors ils risquent d'aller à l'échec et au final de se retrouver dans la même position que si les mesures de discrimination positive n'avaient pas été prises. Au final, les quotas ne sont alors que de la poudre aux yeux. Un des autres effets pervers de la discrimination positive est la dévalorisation des diplômes obtenus. Leur prestige n'est plus le même. Leur valeur diminue également pour les entreprises qui peuvent avoir tendance à rejeter plus encore les personnes membres d'un groupe discriminé positivement, y compris ceux ayant obtenu le diplôme sans cette aide. Puis c'est faire une injure aux personnes appartenant à des groupes défavorisés que de pratiquer une politique de discrimination positive, car on a l'impression d'une politique de charité, d'assistance. Et le risque étant, dans une société où persiste un fort taux de chômage comme la nôtre, c'est de renforcer le sentiment de xénophobie du reste de la population à l'égard de ceux à qui profiterait cette aide. Les mesures de discrimination positive déjà mises en place sont révélées finalement inefficaces, puisque malgré les réformes sur la parité politique afin d'augmenter le poids des femmes dans la représentation politique, les femmes restent encore minoritaires parmi nos élus. Les femmes n'ont pas forcément accédé à des fonctions de représentativité locale, de responsabilité locale. En effet, on compte approximativement 14% de femmes qui sont devenues des maires. Dans les conseils généraux, les résultats ne sont pas mieux puisque seuls 12% sont des femmes qui ont accédé à un poste de conseillers généraux. Et à l'échelon national, on en compte que 18% à l'Assemblée nationale et 21% au Sénat, notamment parce que les femmes sont placées sur des listes à des places inéligibles. Ensuite, certaines entreprises ont adopté la charte de diversité en entreprise, qui est un texte d'engagement moral qui incite les entreprises signataires à garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs. Cependant, ces quotas de représentativité dans les médias, mais également dans les entreprises qui ont signé la dite charte, n'empêchent pas la continuation d'une discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Il existe toujours des entreprises qui payent leurs employés différemment en raison du sexe, et bien sûr, ce sont les femmes qui sont moins payées. Les quotas n'ont rien changé à cette situation. Par exemple, l'inégalité des salaires entre hommes et femmes est la plus forte chez les cadres, et bien sûr, c'est une catégorie d'employés qui est plus payée. Et à l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés, une catégorie moins bien payée, et bien sûr, c'est là où il y a le plus des femmes. Enfin, la discrimination positive nourrit le communautarisme, en caractérisant les gens par leur appartenance à un groupe. En effet, pour concevoir une telle politique, il faut déjà avoir intériorisé l'existence de groupes, le groupe des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Juifs. Alors que dans une conception républicaine, la conception républicaine est aveugle à ce genre de choses. Elle ne voit que des individus, des citoyens. Une fois mise en place, la politique de discrimination positive va encore augmenter cette discrimination. En effet, les personnes vont faire en sorte de rentrer dans ces groupes pour bénéficier des avantages. On entend souvent les gens dire que les Noirs sont sous-représentés, que les minorités visibles sont sous-représentées. On n'est pas devenus des animaux de foire. Il y a quelque chose de totalement pervers au bout de la logique de cette représentation quasiment zoologique. Cela voudrait dire que les Blancs votent pour des Blancs, les femmes pour des femmes, les Noirs pour des femmes. Alors ce qui est représenté à l'Assemblée nationale, c'est la nation française. Puis quand on parle de minorité visible, je demande qu'on appelle les choses par leur nom. Il s'agit de pigmentation de peau, de nature de cheveux. Est-ce un progrès social? Non, on régresse au contraire, à un état anti-révolutionnaire. La discrimination positive est féodale. Pour conclure, je finirai par dire que la discrimination positive n'a rien de bon. Il faut choisir les gens pour leurs compétences. Dans le cas contraire, cela se nomme de la charité, voire de l'exotisme. Alors que les Français ne veulent pas un casting à la plus belle la vie, mais des gens compétents. Et se nommer Rachid ou Mamadou ne doit pas devenir un label de médiocrité ni de qualité. Merci pour votre attention. Merci.